Il n'était pas rapide, il n'était pas fort, il n'avait rien de spectaculaire. En fait, si tu regardes le foot juste pour les highlights, tu l'aurais même jamais remarqué. Mais demande à Xavi, à Iniesta, à Messi, à Guardiola, ils te diront tous la même chose. Sergio Busquets, c'était le joueur qui rendait tout possible. Il jouait au foot sans bouger, mais il contrôlait des matchs qui filaient à 100 à l'heure. Avec un seul contrôle, un seul regard, une interception pile au bon moment. Il transformait le chaos en calme. C'était pas lui sur les posters, mais c'était grâce à lui que les stars pouvaient briller. Dans les 20 prochaines minutes, je vais te montrer comment ce génie tout maigre a rendu le football si simple, et pourquoi Busquets est peut-être le joueur le plus important de toute sa génération. Avant de devenir le génie discret du milieu du Barça, Sergio Busquets, c'était juste le fils d'un gardien de but. Il a grandi à Sabadell, une petite ville de Catalogne où le foot était la seule langue dont les gamins avaient besoin. Son père, Carles Busquets, était gardien de but au Barça dans les années 90. Les supporters ne se souviennent pas de lui pour ses arrêts, mais plutôt pour son style un peu décalé. Surtout cette manie de jouer en pantalon long au lieu des shorts. Au Camp Nou, ça paraissait étrange. Mais pour le jeune Sergio, son père avait l'air courageux. Il avait choisi d'être différent dans un sport qui n'aimait pas ceux qui sortaient du cadre. Et Sergio a hérité de ce trait-là, cette envie de faire les choses autrement. Pourtant, si t'avais demandé aux recruteurs ce qu'ils pensaient de lui ado, quasiment aucun n'aurait misé sur une future star. Il était maigre, pas spécialement rapide, pas dominant physiquement. Dans un centre de formation habitué à sortir des prodiges comme Messi, Iniesta ou Xavi, Sergio faisait presque ordinaire. D'ailleurs, il a failli passer complètement à côté. Le Barça ne l'a même pas intégré à la Masia avant l'adolescence. Et même là, beaucoup de coachs n'étaient pas convaincus qu'il tiendrait longtemps. C'est ça, le premier truc à savoir sur Busquets. Il n'avait jamais l'air d'un futur crack. Les autres brillaient avec des dribbles. Lui avançait tranquillement. Quand les gamins de son âge fonçaient dans les duels, Sergio marchait, observait et se plaçait. Pour beaucoup, ça ressemblait à de la paresse. Mais pour ceux qui comprenaient vraiment, c'était de l'intelligence. À la Masia, entouré de futures stars, son style passait presque inaperçu. Il ne driblait pas comme Messi, il ne marquait pas comme Pedro, il ne balançait pas de passes de 40 mètres comme Xavi. Lui, il comprenait juste le jeu. Toujours au bon endroit, toujours à rendre l'option la plus simple évidente. Plus tard, ses coéquipiers avoueront qu'avec lui, c'était comme avoir un cheat code. Il rendait le foot facile. Mais à l'époque, rendre le foot facile, ce n'était pas vraiment ce qui te faisait monter en équipe première. Pendant des années, Sergio est resté dans l'ombre. Sa percée a failli ne jamais arriver. À 18 ans, il jouait encore avec les jeunes du Barça, coincé dans une sorte de flou, à se demander s'il allait finir jeté de côté comme tant d'autres avant lui. Et puis est arrivé Pep Guardiola. En 2007, Pep prend en main le Barça B. L'équipe réserve jouait sur des terrains poussiéreux de 3e division, devant quelques centaines de spectateurs à peine. Mais pour Guardiola, c'était un laboratoire. C'est là qu'il construisait les idées qui allaient bientôt révolutionner le football. Et au milieu de tout ça, il repère un grand milieu de terrain un peu maladroit, qui semblait jouer au ralenti. Pour les autres, Busquets paraissait trop maigre, trop fragile, trop passif. Pour Pep, il ressemblait à un miroir. Guardiola avait lui-même joué ce rôle précis dans le Barça de Johan Cruyff. Le pivot, l'encre, la fondation invisible. Il savait à quel point il était rare de trouver un joueur capable de voir le jeu une passe en avance. Un jour, il l'a résumé parfaitement. Si tu regardes le match, tu ne vois pas Busquets. Mais si tu regardes Busquets, tu vois tout le match. Guardiola lui a donné sa chance. Et Sergio s'est emboîté comme la pièce manquante d'un puzzle. Avec le Barça B, il n'était pas spectaculaire, mais il était indispensable. Il redescendait entre les défenseurs centraux pour ouvrir des lignes de passe. Il coupait les contres avant même qu'il ne démarre, et il faisait tourner le ballon comme une horloge. Il n'avait pas l'air d'une star. Personne ne le savait à ce moment-là, mais Pep et Busquets venaient de poser la première pierre de l'âge d'or du Barça. Quand Pep Guardiola a repris l'équipe première de Barcelone à l'été 2008, le club était dans le chaos total. Les jours de gloire de Ronaldinho et Deco s'étaient transformés en soirées sans fin et en défaites humiliantes. Samuel Eto'o se battait avec la direction. L'équipe venait de finir 3e en Liga, à 18 points du Real Madrid. Pour un club qui se définissait par le contrôle, Barcelone donnait l'impression d'avoir complètement perdu le sien. Alors Pep a fait l'impensable. Dès sa première saison, comme coach principal, il a fait le grand ménage. Ronaldinho, parti. Deco, parti. Même Eto'o était sur le départ jusqu'à ce que Messi supplie pour qu'il reste. C'était audacieux, c'était impitoyable et c'était risqué. Mais Pep faisait pas que détruire, il construisait. Et dans cette construction, il lui fallait des fondations. La plupart des gens pensaient que ces fondations, ce serait Yaya Touré. Yaya, c'était un monstre physiquement. Grand, athlétique, capable de charger comme un train lancé à pleine vitesse.
Il avait fait ses preuves, il était respecté. Avec Seydou Keita, le Barça semblait déjà blindé au milieu. Et pourtant, en quelques semaines, Pep a choqué tout le monde. Il a commencé à faire monter un gamin maigrichon de 20 ans de l'équipe B. Un joueur qui jouait encore en 3e division il y a pas longtemps. Un joueur que même les fans les plus fidèles connaissaient à peine. Sergio Busquets. Le public du Camp Nou ne comprenait pas. Comment un gamin du Barça B pouvait remplacer Yaya Touré? Les journalistes disaient que Guardiola était complètement taré. Les fans disaient que Pep prenait des risques inutiles. Mais Pep ne cherchait pas des muscles, il cherchait du contrôle. Et le contrôle, c'était le don de Sergio Busquets. Dès ses tout premiers matchs, tu pouvais le voir. À chaque fois que Xavi ou Iniesta avaient besoin de calmer le jeu, Busquets était là. Toujours simple, jamais de ballon perdu. Le style du Barça reposait sur des triangles. Toujours 3 solutions de passe disponibles. Busquets, c'était ce point invisible du triangle, celui qui faisait que tu ne pouvais jamais couper les circuits. Et un soir en particulier, le monde entier a compris ce que Pep savait déjà. Mai 2009, demi-finale de la Ligue des Champions contre Chelsea. Tout le monde se souvient de la frappe d'Iniesta à Stamford Bridge. Ce but qui a fait trembler tout un continent. Mais rembobine la cassette, et tu vas remarquer autre chose. Un grand maigre, numéro 28, qui se replace constamment. Drogba, Lampard, Anelka, à chaque fois que Chelsea essayait de contre-attaquer, c'était Busquets qui les ralentissait, qui interceptait, qui les forçait à reculer. Il n'a pas fait la une des journaux, mais il a empêché Chelsea d'écrire la leur. À la fin de cette saison, Busquets n'était plus juste un joueur de rotation. Pep lui faisait assez confiance pour le titulariser en finale de Ligue des Champions à Rome, contre Manchester United. Imagine un peu, t'as 20 ans, tu dois marquer Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney sur la plus grande scène du football. Et même là, Busquets n'a pas tremblé. Il a tenu bon, a fait tourner le rythme et le Barça a gagné 2-0. De la 3e division à titulaire d'une finale de Ligue des Champions en moins de 2 ans. L'ascension de Busquets n'était pas juste improbable, elle était complètement dingue. C'était ça le pari de Guardiola, et ça a payé. Parce qu'avec Busquets à la base, Barcelone n'a pas juste gagné, ils ont dominé. Ils contrôlaient chaque match, étouffant les adversaires jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer. Et les joueurs le savaient. Xavi a dit un jour, ça m'a toujours semblé être une énorme injustice qu'il ne soit jamais parmi les nommés pour le Ballon d'Or. C'est peut-être le milieu de terrain le plus intelligent avec qui j'ai joué. En 18 mois à peine, Busquets avait déjà une Ligue des Champions, une Liga et une Coupe du Roi à son palmarès. Mais surtout, il avait la confiance absolue de Pep. En 2010, Yaya Touré était parti. En 2012, Busquets n'était plus une option. Il était un pilier intouchable. Il n'était pas la star de l'équipe. Il était l'échafaudage qui permettait aux stars de briller. Et pendant que Barcelone construisait ce que beaucoup appellent encore la meilleure équipe de l'histoire du football, Sergio Busquets est devenu l'architecte silencieux de tout ça. Pour la plupart des joueurs, gagner une finale de Ligue des Champions à 21 ans, ce serait le sommet d'une carrière. Pour Sergio Busquets, c'était juste l'échauffement. Parce que si le Barça l'a transformé en titulaire, l'Espagne, elle, l'a transformé en légende. En 2008, l'Espagne venait de conquérir l'Europe. Xavi, Iniesta et Marcos Senna dirigeaient le milieu comme un orchestre à 3, balayant tout sur leur passage pour remporter l'Euro. Mais 2 ans plus tard, Senna était sur le déclin. Vicente Del Bosque devait répondre à une question délicate. Qui pouvait devenir le pivot du milieu espagnol et maintenir en vie le tiki-taka? Sur le papier, la réponse n'avait aucun sens. Sergio était discret, un peu maladroit, loin d'être aussi brillant qu'un Cesc Fabregas, qui régalait déjà avec Arsenal. L'Espagne avait aussi d'autres options plus physiques, rapides et expérimentées. Busquets, c'était encore le gamin maigre du Barça de Pep. Mais Del Bosque a vu ce que Guardiola avait vu. Il lui a fait confiance, il a dit simplement « Avec Busquets, on jouera mieux ». Et il avait raison. La Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud était loin d'être glorieuse. L'Espagne n'a marqué que 8 buts en 7 matchs. Pas de véritable performance, pas de folie offensive. Mais ils ont étouffé tous ceux qu'ils ont affrontés, vidant le rythme des matchs jusqu'à ce que l'adversaire s'effondre. Et au cœur de ça, il y avait Sergio Busquets. Ce n'était pas lui qui marquait les buts décisifs. Ça, c'était David Villa et Andrés Iniesta. Ce n'était pas lui non plus qui envoyait des passes longues et millimétrées que personne ne voyait. Ça, c'était Xavi. Mais chaque fois qu'un adversaire essayait de partir en contre, chaque fois qu'un ballon traînait au milieu, Busquets était là. Il taclait, il pressait, il relançait le jeu. C'est devenu une mécanique. L'Espagne recyclait le ballon sans fin. Les adversaires couraient après des ombres. Et Busquets, lui, remettait de l'ordre toutes les quelques secondes. Il n'était pas la une des journaux, mais il était la raison pour laquelle l'Espagne pouvait étouffer ses adversaires jusqu'à les briser. Et à la fin du tournoi, il n'y avait plus de doute. Il n'y avait pas de meilleur milieu défensif au monde que Sergio Busquets. Avec lui,
l'Espagne a remporté sa toute première Coupe du Monde. Le but d'Iniesta à Johannesburg est devenu immortel. Casillas qui soulève le trophée, c'était iconique. Mais au fond, dans le vestiaire, ils savaient tous la vérité. Rien de tout ça n'aurait été possible sans l'homme qui gardait l'équilibre. 2 ans plus tard, en Pologne et en Ukraine, l'histoire s'est répétée. L'Espagne a défendu son titre à l'Euro 2012, en jouant peut-être le football d'Euro le plus dominateur que le monde ait jamais vu. L'Espagne a écrasé l'Italie 4-0 en finale. Un contrôle total du début à la fin. Et encore une fois, Busquets, qui n'avait que 23 ans, a joué chaque match. Il était intouchable. Fabregas, Silva, Xabi Alonso, tous brillants à leur manière, mais tous tournés autour de lui. Busquets était le point central. Avec lui, ils ont remporté 3 trophées de suite. L'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. L'âge d'or du football espagnol reste associé au tiki-taka, à Xavi et Iniesta, au but de David Villa. Mais toutes les dynasties reposent sur une fondation. Celle de l'Espagne, c'était Sergio Busquets. Il ne dansait pas avec le ballon, il ne criait pas quand il gagnait un tacle. Il se contentait de sourire, de se replacer et de s'assurer que tous les autres puissent briller. C'était ça son génie, faire que le football ait l'air facile. En 2010, Sergio Busquets avait déjà gagné la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Monde. En 2012, il avait ajouté un autre championnat d'Europe à son palmarès. Il était la colonne vertébrale de 2 dynasties, celle du FC Barcelone et celle de l'Espagne. Et pourtant, pour la plupart des supporters, il n'existait toujours pas. Regarde les résumés. Tu verras Messi dribbler 5 défenseurs, Iniesta se faufiler dans des espaces impossibles, ou Xavi dirigeait le jeu comme un maestro. Mais Busquets, lui, c'était juste le gars qui trottinait, qui jouait des passes latérales, qui parfois donnait l'impression de marcher. Cette invisibilité, c'était son super pouvoir. Parce que pendant que les autres peignaient des chefs-d'œuvre, lui nettoyait les pinceaux, mélangeait les couleurs et s'assurait que la toile reste intacte. Mais l'invisibilité a un prix. Et un soir en particulier a collé à Busquets une réputation qu'il a traînée pendant des années. Avril 2010, demi-finale de la Ligue des Champions. Barcelone contre l'Inter Milan. Le grand Inter de Mourinho, qui avait choqué l'Europe en étouffant l'attaque du Barça derrière un mur bleu et noir. À la 28e minute, Thiago Motta pousse Busquets et le touche avec un bras perdu. Il s'écroule. L'arbitre sort le carton rouge. Et là, les caméras l'ont capté. Busquets, allongé au sol, qui jette un petit coup d'œil à travers ses doigts pour voir si Motta avait été expulsé. Pour certains, ce geste est devenu le symbole du cinéma espagnol. Pour Guardiola, c'était autre chose. L'audace incroyable d'un gamin de 21 ans qui comprenait que le football était aussi du théâtre, pas seulement du sport. C'était ça Busquets. Tu pouvais le détester, tu pouvais ne pas le remarquer, mais tu ne pouvais jamais l'ignorer. Et pendant que les supporters débattaient de ce fameux coup d'œil, Pep lui doublait sa confiance. En 2009 à Rome, Busquets avait déjà commencé la finale de la Ligue des Champions à la place de Yaya Touré. Et en 2011, à Wembley, Guardiola lui a refait confiance contre Manchester United. Après le match, Ferguson a avoué « Ils nous ont hypnotisés. C'est Busquets qui a contrôlé le tempo. » Ce mot tempo revenait tout le temps. Il n'était pas rapide, mais il pouvait accélérer le jeu quand il le voulait. Il n'était pas spectaculaire, mais il savait ralentir le rythme quand son équipe avait besoin de souffler. Ce même été en Afrique du Sud, l'Espagne n'a encaissé que 2 buts sur tout le tournoi. Et Xavi comme Iniesta admettront plus tard que sans Busquets, pour couvrir, presser et anticiper, ils n'auraient jamais eu la liberté de créer. À partir de là, la réputation de Busquets a grandi dans 2 mondes parallèles. En Espagne et à Barcelone, il était intouchable. La clé secrète du tiki-taka. Le métronome que personne n'osait remettre en question. Ailleurs, surtout en Angleterre, on se moquait de lui. Le mec qui ne fait que des passes en arrière ou sur le côté. Mais c'était tout le paradoxe. Son génie était justement dans cette passe simple sur le côté, parce qu'elle gardait le rythme vivant. Elle épuisait l'adversaire jusqu'à ce qu'une brèche s'ouvre. En 2012, il avait déjà tout gagné. La Ligue des Champions, la Liga, l'Euro et la Coupe du Monde. Et pourtant, il restait le champion le plus discret que le foot ait jamais vu. Puis est arrivé 2015. Et son deuxième triplé historique, bien sûr, Neymar, Suarez et Messi ont monopolisé les projecteurs. Mais c'était encore Busquets qui faisait tourner la machine. Chaque pressing, chaque contre lancé au milieu de terrain, chaque ballon recyclé qui a fini par user la Juventus jusqu'à la soumission à Berlin, il y avait son empreinte. Du fameux coup d'œil contre l'Inter à la levée du trophée à l'Olympia Stadium, Busquets avait prouvé le plus grand tour de magie de tous. Convaincre le monde qu'il ne faisait rien, alors qu'en silence, il changeait tout. En 2016, Sergio Busquets n'était plus le gamin maigre qui s'était faufilé dans l'équipe de Pep. Il était devenu le capitaine en devenir.
le sage du vestiaire, celui vers qui les plus jeunes se tournaient pour trouver de la stabilité. Mais le club autour de lui était en pleine transformation. Xavi était parti en 2015, Iniesta a commencé à ralentir, Messi restait Messi. Mais le Barça qui avait étouffé l'Europe sous Guardiola montrait déjà des fissures. Et au milieu de tout ça, Busquets était le pilier du milieu de terrain qui tenait tout ensemble. Mais le paradoxe de sa carrière était que lorsque le Barça était au top, son travail passait inaperçu. Et quand l'équipe était en difficulté, ses failles devenaient évidentes. Il n'était pas assez rapide pour couvrir les montées des latéraux, pas assez physique pour lutter avec des monstres comme Pogba ou Casemiro. Et sans Xavi ni Iniesta pour créer autour de lui, ses limites devenaient soudain évidentes. Les critiques disaient qu'il était fini, mais ses entraîneurs, eux, continuaient de le titulariser. Pourquoi ? Parce que même en déclin, il donnait encore du contrôle. Regarde les chiffres. En 2018, Busquets avait réussi plus de 90% de ses passes pendant 8 saisons consécutives en Liga. Il n'était pas spectaculaire, mais sans lui, le Barça semblait perdu. Son sens du placement, son anticipation, son calme sous pression, ça ne s'achetait pas. Et il ne survivait pas seulement au club. En 2018, l'Espagne s'est effondrée à la Coupe du Monde. Éliminée par la Russie en 8e de finale, l'ère du tiki-taka était finie. Mais Busquets avait joué tous les matchs. De nouveaux entraîneurs arrivaient, les générations changeaient, mais lui restait le pivot. Au Barça, les hauts et les bas s'enchaînaient, mais malgré les résultats, ses chiffres restaient au top. Quand Messi est parti en 2021, Busquets est devenu le pont entre les époques. Il avait joué aux côtés de Ronaldinho, de Messi, de Pedri. Il avait connu Guardiola, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Setien, Koeman et enfin Xavi. Il avait gagné des triplés, mais aussi vécu des humiliations. Et à travers tout ça, il est resté le même. Le génie discret, le calme au milieu du chaos. Il n'était plus invisible, il était exposé. Mais il était toujours là. Il a pu garder le contrôle jusqu'au tout dernier jour. En 15 saisons, avec l'équipe première du Barça, il a joué plus de 700 matchs, remporté 32 trophées et est devenu le deuxième joueur le plus titré de l'histoire du club, juste derrière Messi. Son palmarès, 8 Ligas, 7 Coupes du Roi, 3 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Supercoupes d'Europe et 8 Supercoupes d'Espagne. Ajoute à ça sa carrière avec l'Espagne. 143 sélections, une Coupe du Monde en 2010, 1 Euro en 2012 et des dizaines de soirs où il a rendu ordinaire les plus grands adversaires. Tout ça sans jamais chercher la une des journaux. Tout ça sans jamais courir après la lumière. En 2023, il a finalement annoncé ce que tout le monde avait vu venir. Sa carrière à Barcelone était finie. Les adieux étaient émouvants. Pas dramatique, pas de feu d'artifice, pas de larmes sans fin, juste Busquets qui restait Busquets. Discret, digne, souriant, il a remercié le club, remercié les fans et a quitté la pelouse du Camp Nou une dernière fois. Mais son histoire n'était pas tout à fait finie. Quelques semaines plus tard, il était dans un avion pour Miami. Là-bas, aux côtés de Messi et Jordi Alba, il a commencé le dernier chapitre de sa carrière à l'Inter Miami. Et il y avait quelque chose de poétique là-dedans. Pas à cause du côté glamour de la MLS, mais parce que même en Amérique, Messi avait toujours besoin de son partenaire invisible. Partout où Léo allait, Busquets était là pour garder le rythme. Mais il y a quelques jours, Sergio Busquets a annoncé sa retraite du football. Et là, une question se pose. Comment va-t-on se souvenir de lui? Pas comme d'un grand buteur, pas comme d'un ballon d'or, on se souviendra de lui comme le joueur qui a rendu le football simple, comme le joueur qui a fait briller Messi encore plus fort, comme le joueur qui a appris au monde que le génie n'est pas le plus rapide, n'est pas celui qui dribble sans cesse. Parfois, c'est juste le joueur le plus calme.